Bonjour à tous. Je continue cette exploration gaillarde sur le thème du qui décide de quoi au nom de qui au nom de quoi, et cette fois j'aborde un élément central de cette question dans nos vies en Occident, avec la notion de gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif est la forme prise en Occident par les gouvernements depuis les révolutions françaises et américaines. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est considéré comme une forme démocratique, ce qui lui donne un vernis de légitimité. Mais qu'en est-il vraiment? Quelques définitions d'abord. Démos, le peuple, et cratie, le pouvoir. À partir de là, le principe démocratique est le gouvernement du peuple par le peuple. À travers une synthèse éclair, partielle et partiale du livre Les principes du gouvernement représentatif de Bernard Manin, nous verrons dans quelle mesure le gouvernement représentatif s'écarte ou se rapproche du principe démocratique, et cela éclairera par la même occasion la question du qui décide de quoi au nom de qui au nom de quoi, au niveau des décisions qui sont prises pour l'ensemble de la société. Mais ne perdons pas de temps, il est très précieux. Et je sais que vos capacités d'attention aussi, donc je vous invite à faire des pauses toutes les 7 secondes pour reprendre des forces. Mais passons au premier point sans attendre. Nous allons évoquer l'expérience démocratique d'Athènes, qui a duré à peu près 700 ans, sous des modalités qui ont évolué au fur et à mesure des événements, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, grosso modo. Les citoyens se rassemblaient en assemblée du peuple régulièrement pour voter directement les propositions par le Conseil. Celui-ci était constitué de 500 citoyens qui étaient tirés au sort. L'administration était constituée, quant à elle, de 700 magistrats dont 600 étaient tirés au sort. Alors, les magistrats tirés au sort avaient plus de 30 ans, ils ne pouvaient pas être désignés 2 années de suite, et leur désignation était validée par une épreuve orale. À côté de ça, un corps d'Éliaste de 6000 personnes tirées au sort également, composaient les jurys des tribunaux qui s'exerçaient tous les jours. Par contre, les chefs de l'armée étaient élus, car les soldats ne voulaient pas obéir à n'importe qui. L'élection et le tirage au sort étaient donc utilisés concurremment, et cela donnait une grande stabilité à l'ensemble. Le tirage au sort semble de nos jours une pratique de carnaval dédiée seulement à la répartition des parts de galettes, mais il était accompagné à l'époque par de nombreuses garanties. Premièrement, à la fin de son mandat, le magistrat devait présenter et défendre son bilan. Deuxièmement, étaient tirés au sort ceux qui étaient volontaires et donc qui s'estimaient capables. Troisièmement, les sympathisants des oligarques étaient écartés. Quatrièmement, la révocation était possible en cours de mandat. Cinquièmement, une rapide épreuve orale validait la désignation du sort. À côté de cela, la rotation des charges était une caractéristique fondamentale. Chacun était assuré de pouvoir accéder aux charges publiques autant que les autres, et surtout chacun était assuré de voter, subir ou obéir aux mêmes lois. Selon Aristote, le principe de base de la constitution démocratique est l'une des formes de la liberté, qui est de commander et d'obéir tour à tour. Passons maintenant à un autre exemple, celui de quelques républiques italiennes. Les villes de Florence et Venise, entre les Xe et XVe siècles, ont utilisé des systèmes complexes mêlant tirage au sort et élection. Par exemple, une sélection par approbation des candidats ayant reçu un nombre minimal de suffrages, suivi d'un tirage au sort, ou bien tirage au sort des personnes pouvant désigner les candidats, qui sont ensuite désignés selon un vote à bulletin secret par un conseil de sages dans la foulée. Ces systèmes avaient pour but de limiter les rivalités contre-productives dans la cité. La course aux charges publiques entraînait une telle passion que la plupart des communes italiennes choisirent de faire appel à un gouverneur, un podestat, hors de la ville, afin d'assurer sa neutralité et limiter les rivalités partisanes. Le dosage entre utilisation du tirage au sort et élection fut en fonction des résultats et de l'appréciation des acteurs sur le mode qui leur sera le plus avantageux. Il est à noter, à la fin du XVe siècle à Florence, que l'élection est abandonnée au profit du tirage au sort sous la pression populaire, car il avait été constaté que l'élection amène souvent les mêmes familles au pouvoir. Toujours à l'époque de Florence, Guicciardini, un citoyen influent, établit les 2 buts d'une république. Le premier, rendre tous les citoyens égaux devant la loi, chacun devant être assuré de sa personne, de ses biens et de sa condition. Deuxième but, les fonctions publiques sont aussi ouvertes que possible à tout un chacun. On voit ici poindre subtilement la préférence pour l'élection avec le que possible. Comme nous allons le voir maintenant, l'élection va devenir le mode principal et définitif de la sélection des gouvernants dans le gouvernement représentatif. Nous arrivons à la deuxième partie de cette présentation. Je vous invite à faire une pause pour laisser reposer vos neurones qui ont été très sollicités. Dès sa création, lors des débats au cours des révolutions américaines et françaises, le gouvernement représentatif est envisagé comme radicalement différent d'un gouvernement démocratique. Ainsi, Sieyès,
un auguste théoricien de la période révolutionnaire, considère que le peuple doit se consacrer au commerce et à la production pour rendre la nation prospère et laisser la préoccupation des affaires publiques à des professionnels. Côté Amérique, Madison veut asseoir le gouvernement sur une élite compétente et morale qui se tiendra à l'écart des passions éphémères et corruptrices. Venons-en maintenant aux faramineuses caractéristiques du gouvernement représentatif. La première, des élections à intervalles réguliers, ce qui assure le contrôle sans faille des électeurs sur les élus qui auraient pris goût à leur poste. La deuxième, une volonté des représentants indépendante de celle des électeurs pour leur assurer une belle liberté de manœuvre dans un monde trop complexe pour être compris ou anticipé par le sans-dents ou le qui n'est rien moyen. La troisième caractéristique, la liberté d'expression et d'information. Les gouvernés peuvent exprimer librement leurs opinions. La liberté d'opinion fournit un moyen de pression sur le gouvernement. Elle est protégée par le premier article de la Constitution américaine, qui est le pendant du mandat impératif qui a été refusé lors des délibérations des assemblées. La conservation de ses yeux et de ses mains est néanmoins sans garantie, surtout en France. La quatrième caractéristique, la discussion. Les décisions publiques sont soumises à l'épreuve de la discussion. La vérité est invitée à faire la loi, bien gentiment, et la discussion est le moyen de la faire émerger dans le lieu collectif de l'Assemblée, qui est le legs de l'histoire qui provient des instances de la société d'ordre, c'est-à-dire de la société divisée en corporations ou en classes. Le but est de produire une volonté générale à partir d'une collection hétérogène de points de vue du fait de l'égalité des volontés particulières. Ainsi, la volonté générale peut être définie comme l'intérêt du plus grand nombre. Elle n'est donc pas nécessairement juste ou vraie, mais elle suffit pour décider lorsque le consentement de la majorité est acquis, car les assemblées se réunissent pour décider et non pas seulement pour la beauté de l'art oratoire. La question tirage au sort disparaît du discours public lors des révolutions américaines et françaises, et ceci malgré la déclaration solennelle de part et d'autre de l'attachement à l'égalité des droits publics citoyens. Un mode de désignation aristocratique est établi, l'élection. Il s'agit d'une rupture et d'un paradoxe inquestionné de l'histoire. À l'origine du gouvernement représentatif, les conditions de propriété foncière ou d'argent étaient imposées aux candidats pour garantir leur sens de la responsabilité. Ceci souligne le principe de distinction. La République se distingue d'une démocratie par la désignation d'un corps de représentants choisis. Les fondateurs du gouvernement représentatif ont voulu que les élus aient un statut social supérieur à leurs électeurs. Ceci nous amène au dispositif de l'élection avec son principe de distinction. Le gouvernement représentatif a été conçu pour déléguer la gestion des affaires publiques à un petit nombre. Le dispositif principal du gouvernement représentatif est l'élection qui semble rapprocher le gouvernement représentatif d'un gouvernement démocratique dans la mesure où, premièrement, le suffrage est devenu progressivement universel, chacun peut voter pour les candidats en lice. Deuxièmement, chacun peut se présenter comme candidat. Troisièmement, l'élection est régulière, c'est-à-dire que les élections ont lieu régulièrement. Ainsi, les candidats sortants peuvent être jugés et éventuellement sanctionnés par la non-réélection. C'est le dispositif central du contrôle des gouvernés sur les gouvernants. Et voilà, après le principe de distinction, nous passons à la deuxième caractéristique importante de l'élection, qui est le principe. Il y a dans l'élection comme une promesse d'obéissance, qui est l'essence même du principe du consentement ou principe de consentement. Il y a pour origine le principe d'origine romaine quote, ce qui touche tout le monde doit être considéré et approuvé par tous. Le mode électif a été privilégié dans le gouvernement représentatif car il apporte le consentement. En effet, comment accepter de payer l'impôt si ceux qui l'ont accepté dans l'Assemblée et qui sont censés nous représenter ont été tirés au sort? Point d'interrogation. Et voilà, nous passons joyeusement au dernier point. Qu'est-ce qui éloigne le gouvernement représentatif du principe démocratique? Point d'interrogation. Le dispositif central de l'élection est d'aspect aristocratique, avec Aristos les meilleurs et Crassie le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement par les meilleurs. Je vous présente ceci en 5 points. Ni plus ni moins. Le premier, il est observé que les électeurs ne choisissent pas les candidats les plus compétents selon eux parmi ceux qui leur ressemblent, mais parmi ceux qui ont le plus haut statut social. Aussi, les assemblées élues ne sont pas semblables à la population. Elles représentent surtout une élite. Cela renvoie au questionnement lors de la création des États-Unis par les antifédéralistes. Les élus doivent-ils être semblables à leurs électeurs? Deuxième point, les représentants ou élus n'ont pas de mandat impératif. Ils sont indépendants dans leurs décisions ultérieures. La raison généralement invoquée pour ne pas permettre les mandats impératifs, c'est-à-dire un programme fixé à l'avance, décision à prendre, est qu'un élu doit discuter librement au niveau national sans être tenu par des considérations locales et parce que le monde est trop complexe pour se priver de la liberté d'agir suivant les impératifs. Troisième point, le peuple est clivé en deux catégories, ceux qui élisent, ceux qui sont élus. Ainsi, le gouvernement représentatif s'écarte du principe d'égalité démocratique
le citoyen devient celui qui attribue les charges et non plus aussi comme un candidat possible. Certaines restrictions à l'éligibilité freinent insidieusement l'accès de certains candidats au suffrage. Par exemple, en France, les candidats à l'élection présidentielle doivent recevoir l'approbation publique de 500 maires. Les maires sont ainsi invités à réfréner leur audace et leur originalité si elles ne veulent pas subir la désapprobation bienveillante de leurs électeurs, de leur parti politique ou du préfet. Cinquième point, l'élection est souvent un jugement rétrospectif sur les candidats sortants, mais la sanction des sortants nécessite de pouvoir imputer clairement les responsabilités et passer outre les avantages des ressources publiques dont les sortants peuvent bénéficier et faire bénéficier leurs électeurs. Et voilà, un grand bravo à ceux qui sont toujours là, à écouter. Je vous invite encore à faire une pause pour reprendre des forces. Et maintenant, j'arrive à la métatronesque conclusion habituelle. Nous avons vu que le principe démocratique correspondait à un principe d'identité, tandis que le principe représentatif se base sur un principe de distinction et un principe de... En effet, l'élection est devenue le dispositif principal dans le cadre du gouvernement représentatif. Il lui donne la légitimité que tout le monde reconnaît comme acquise. Mais quelles sont ces garanties? Les représentants sont-ils révocables en cours de mandat? Doivent-ils rendre des comptes, comme dans le cas de la démocratie athénienne? Point d'interrogation. Il semble donc que le gouvernement représentatif soit une forme d'organisation politique magique, car il suffit de choisir un représentant par l'élection parmi des candidats sortis d'un chapeau, et ceci seulement tous les 5 ans, et l'on peut ensuite vaquer à ses occupations sans plus se préoccuper de la marche du monde, parce que l'on peut avoir la certitude que tout sera bien géré. Le citoyen peut bien sûr se saisir des occasions de référendum en dehors des élections pour satisfaire son rôle de citoyen actif, et si les résultats ne correspondent pas à ceux attendus comme en 2005, ils seront tout simplement ignorés, ce qui le soulage grandement du stress de se tromper. Et si l'on désire manifester pour exprimer une opinion contraire à celle défendue par le pouvoir établi, il suffit de participer à une manifestation agréée par le ministre de l'Intérieur et suivre bien gentiment un itinéraire conseillé. Mais quelle arrogance! C'est insupportable! Mais peut-être pouvons-nous être rassurés à l'idée que l'organisation politique dont nous héritons est le résultat d'une lutte pour la survie à tous les niveaux et que nous sommes au point où nous en sommes parce que nous avons suivi le chemin optimal et qu'il n'y avait pas de meilleur résultat possible. Que reste-t-il d'un gouvernement représentatif à l'heure actuelle où les libertés d'expression et d'information ne sont plus garanties, où les conditions d'éligibilité sont restreintes, où les élus n'ont pas de compte à rendre et où les décisions sont prises dans un au-delà géographique et légal? Point d'interrogation, encore une fois. Alors maintenant, attention aux plus sensibles, je vais avoir un discours à la limite du complotisme, donc si vraiment vous avez peur de risquer de vous associer à une opinion dangereuse ou non, vous pouvez sauter les 2 prochaines minutes. Voilà, c'est parti, ça commence. Sommes-nous arrivés à un moment où l'on ne sait plus qui représente qui ou quoi, du fait de l'abstention, du chantage aux extrêmes ou des renvois d'ascenseurs? Le spectacle des calamités qui se succèdent sans fin dans les médias et la messe rituelle du journal télévisé aurait-il pour but de nous divertir? Sens privé déroule un plan annoncé à l'avance dans des canaux institutionnels mais inconnus du grand public, un plan qui se présente sous un vocable lyrique et enthousiasmant et qui se décline en plusieurs projets soutenus par diverses institutions internationales, comme la promesse d'un monde vertueux et juste, une société durable et économe, au droit à une éducation pour tous, pour ne pas dire une société de surveillance où le monde sera tracé et neutralisable automatiquement via l'intelligence artificielle, pour ne pas dire que vos enfants ne vous appartiendront plus et qu'une petite minorité sera servie par une majorité de robots ou d'esclaves trop heureux d'avoir échappé à une réduction salutaire de la population. Cette perspective serait bien triste si elle occultait le potentiel miraculeux de la créativité de l'homme, et peut-être peut-on se réjouir à l'avance du suspense qui nous fera attendre la réponse de lui à l'avidité et à l'arrogance de certains qui, s'étant trop rapprochés du soleil, verront peut-être leurs ailes fondre comme celles d'Icare. Et pour finir, reprenons la sempiternelle question, qui resplendit encore davantage après cette petite incursion dans la théorie politique. Qui décide de quoi, au nom de qui, au nom de quoi? À suivre ou pas? Je vous souhaite une bonne dégustation mentale et je vous dis à bientôt, peut-être.